c'est la même chose que les voitures, c'est la même chose que les sacs plastiques. On vous dit toujours que tout ça c'est pour votre bien, tout ça c'est pour éviter le réchauffement climatique, même si on vous dit par ailleurs qu'il augmente en vitesse le réchauffement climatique. En fait, vous vous rendez compte que même si vous faites des efforts, ça ralentit pas, ça l'accélère le réchauffement climatique. Donc il faut se poser des questions. Hein. C'est vraiment efficace de faire ce qu'on fait? C'est pas sûr. Hein. Peut-être qu'il vaudrait mieux planter des arbres. En fait, c'est même sûr. Il faut planter des arbres. Parce que déjà, on va retrouver l'écologie en termes d'agriculture. Hein. Tous les gens... enfin, il suffit d'aller à la campagne, hein, de se rendre compte que les champs en automne hein, ou au printemps, les champs sont à perte de vue. On voit à perte de vue. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas une haie, rien. Il n'y a pas un buisson, absolument rien. Et après, on s'étonne que il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de... Mais où les abeilles voudraient aller? Nulle part. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de petits rongeurs, des choses qui rentrent dans le système écologique. Il faut réimplanter des haies, il faut réimplanter des arbres, tout ça, ça coûte de l'argent, parce que ça coûte des heures. L'État n'a pas besoin de dépenser, elle a besoin de sous, donc elle va vous justifier en fait la raison pour laquelle l'État va vous ponctionner, soit par une taxe, soit par des procès-verbaux. Vous polluez, bon, on va vous mettre un procès-verbal. Vous n'avez pas les moyens de vous déplacer à votre travail, autrement que par une voiture, ça fait rien. Vous avez que le SMIC, c'est pas grave, vous devez acheter une voiture neuve. Vous n'avez pas les moyens, c'est pas un problème. Vous serez licencié un jour ou l'autre. Un État qui fonctionne comme ça n'est pas un État. C'est une trahison. Normalement, les élus du peuple ne peuvent pas travailler contre les intérêts des citoyens. C'est pas possible. S'ils font ça, ce sont des traîtres. Et c'est exactement ce que ça signifie. Quand on met des pastilles pour dire mon véhicule pollue moins, etc., pour faire en sorte que les voitures qui polluent le plus, qui sont censées polluer plus, aient honte de se déplacer, les propriétaires de ces véhicules-là aient honte de se déplacer, qu'est-ce que fait une mère célibataire qui touche le SMIC, qui a besoin de son véhicule pour se déplacer, et qui n'a pas les moyens d'acheter une voiture neuve? Elle finit par perdre son travail. Est-ce que ça c'est l'attitude? Est-ce que ça c'est le boulot de l'État? Est-ce que c'est le boulot des hommes politiques de faire en sorte qu'une mère célibataire qui a déjà des difficultés à finir la fin de mois finisse par perdre son véhicule, soi-disant parce qu'il pollue, alors qu'en réalité le gaz carbonique pourrait être absorbé par des arbres et des haies qu'on a enlevés pour augmenter la surface cultivable? En sachant que maintenant on cultivera de toute façon moins de quantité de céréales et de tout, parce que justement on utilise des méthodes agricoles qui sont absolument iniques. Qui ne respectent pas l'écosystème. Voilà. Donc j'espère qu'au moins... Et puis je glisse aussi une petite phrase, il faudrait peut-être aussi qu'on... Alors on va pas trop rentrer dans le détail, mais il faudrait peut-être aussi qu'on revienne à un climat naturel et pas à un climat numérique. Parce qu'aujourd'hui on sait que par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, on a des produits chimiques qui sont rejetés dans l'atmosphère. Oui. Donc il y a quelques analyses qui sont faites. On sait qu'il y a de l'aluminium, on sait qu'il y a du barium, on sait qu'il y a des petites molécules comme ça qui sont rejetées. Alors on n'arrive pas encore trop à savoir l'impact sur l'individu et puis sur tous les individus en général. Mais il faudrait peut-être aussi... parce qu'aujourd'hui on a tendance à entendre beaucoup de toute façon il n'y a plus de saison. Et oui, il n'y a plus de saison, mais parce que le climat est numérique, il est plus naturel. Et il faudrait peut-être qu'on redevienne... On peut soupçonner aussi l'utilisation d'armes climatiques, clairement. Oui, parce que tout à l'heure tu parlais on parlait de harpe, c'est vrai qu'on l'a un peu mis de côté. Mais tout ce qui est ondes électromagnétiques, ne serait-ce aussi que les antennes relais par exemple. Tu vois, on a tendance à, que ce soit par rapport aux opérateurs ou par rapport à tout ce qui est antenne, il y a un truc, moi il y a un truc qui me dégoûte beaucoup, c'est
je vais prendre des chiffres approximatifs, je ne les connais pas, mais c'est pour donner un ordre d'idée. On va mettre des antennes. Tu veux dire que tu connais pas les chiffres exacts? Oui, je ne connais pas les chiffres exacts. On va mettre des antennes à 5 km l'une de l'autre, à une certaine puissance pour qu'elles puissent se relayer encore. Alors qu'on pourra en mettre une tous les 2 km, un peu moins puissante, mais c'est pas intéressant. Mais non, c'est pas intéressant parce que ça veut dire que il faut multiplier les antennes relais, les sources, les récepteurs. Voilà, exactement. Ça coûte plus cher à l'opérateur qui va devoir mettre beaucoup plus d'antennes, même si au bout du compte, la puissance de l'antenne va baisser. Ce qui veut dire que le rayonnement électromagnétique que produira l'antenne, si elle est toutes les 2 km, sera évidemment beaucoup moins importante que celle qui se trouve à 5 km de distance. Évidemment, pour couvrir la même surface. Donc ça n'intéresse pas les opérateurs. Non. On est toujours dans cette recherche, dans la recherche de profit maximum et des rendements. Et du coup, je veux dire, il suffit simplement de le constater. Hein, je veux dire, peu importe le domaine, dans quelques secteurs que ce soit, le principe est pratiquement toujours le même maintenant. Ce qu'on n'avait pas, on n'avait pas ces soucis systématiques avant sur les entreprises qui étaient dans le domaine public. Alors on nous bassine sur l'idée que les entreprises privées sont plus efficaces que les entreprises publiques, c'est de la propagande. C'est purement de la propagande. Ce qui est plus efficace, c'est effectivement que l'actionnaire gagne beaucoup plus d'argent, c'est tout. Parce que c'est ça l'objectif, hein. C'est pas une entreprise privée, c'est faire gagner, c'est un gain d'argent, mais c'est pas du tout de construire un beau réseau ou une belle infrastructure ou mettre en route un système de qualité. C'est pas du tout ça, je veux dire. On voit très bien, par exemple, dans l'histoire des autoroutes qui ont été financées par les impôts des citoyens. Moi je me rappelle quand j'étais bien plus jeune, les autoroutes étaient parfaitement entretenues et pourtant ils n'étaient pas chers. Ils étaient pas chers parce que une fois que les travaux initiaux avaient été réalisés, que l'autoroute avait été réalisée, les ponts, les infrastructures, les œuvres d'art, les ouvrages d'art avaient été réalisés. Finalement, les dépenses pour l'entretien de l'autoroute étaient relativement minimes en proportion. Donc ça voulait dire qu'on pouvait facilement rendre gratuit pratiquement l'utilisation des autoroutes. On pourrait aujourd'hui tout à fait envisager d'instaurer une vignette un petit peu comme en Slovénie, en Autriche ou en Suisse. Tu vois, ils sont intelligents, je veux dire. En Suisse, on peut traverser une année durant toute la Suisse pour 40 francs suisses. 40 francs suisses, ça représente 30 euros, je crois, quelque chose comme ça maintenant. Donc 30 euros, c'est un aller-retour Paris. Hein. Ah ouais. Voilà. Et ça me fait penser, là, tu parles des péages d'autoroute. Est-ce que tu as entendu, donc ça c'est de l'actu, hein, dans les jours qui arrivent, par rapport au mouvement du 14 juillet, justement, en signe de contestation, ils annoncent clairement de remonter les barrières des péages pour contester le principe. Oui, parce que les conditions dans lesquelles cette entreprise publique a été vendue au domaine privé sont très très suspectes. Très suspectes. De toute façon, non, c'est dingue, hein, mais c'est toujours... peu importe le sujet, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Oui. Et voilà, là, on parle de fraude avec de l'argent public parce que c'est nos impôts. Vinci, Vinci Construction, Vinci Immobilier, Vinci Autoroute, Vinci Parking. Oui. Voilà. Faut savoir, faut faire une enquête approfondie sur les sommes qui ont été versées pour acheter l'infrastructure. Je pense qu'elle doit être une fraction de ce qu'elle aurait dû être. D'accord ? Parce que c'est très facile, je veux dire, tu as une infrastructure, puis tu as des gestionnaires qui sont installés au pouvoir de cette infrastructure, qui on demande d'une manière à peine voilée de faire des dépenses inconsidérées pour que la société fasse du déficit. Et quand une société fait du déficit, évidemment, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des problèmes de trésorerie.
Et on a tendance à revendre une société avec un problème de trésorerie beaucoup moins cher. Qu'est-ce qu'elle aurait valu si la trésorerie avait été équilibrée. Donc ça peut, tu vois, il y a des moyens technologiques, enfin il y a des moyens financiers de mettre à genoux une société pour ensuite la vendre pour une bouchée de pain. Mais de toute manière, il y a quelque chose qui sent mauvais dans cette affaire-là. Et je pense que moi, je pense que le public, les citoyens sont réputés légitimes à contrôler les conditions dans lesquelles le patrimoine, parce que c'est du patrimoine quand même, hein. Alors maintenant c'est pas un château, mais c'est du patrimoine puisque ça fait partie du domaine, enfin c'était une propriété publique quand même, hein. Donc il y a une légitimité du public à enquêter, à savoir dans quelles conditions a été vendu le réseau, autoroute. Et si les conditions dans lesquelles ont été vendus ce réseau est inique, à ce moment-là, une poursuite, c'est une évidence, hein, une poursuite judiciaire doit être engagée contre les mandataires publics, hein, ceux qui sont représentants du public, qui ont osé vendre donc le bien public pour une bouchée de pain à une société privée, avec une enquête de corruption et une incrimination des dirigeants d'entreprise avec une nationalisation dans la foulée. Ça me paraît bien, parce que là c'est du vol. Hein. Ça, tu viens de dire corruption, ça m'a fait penser à... Je sais pas si vous avez entendu, alors je passe du coq à l'âne, hein, mais je sais pas si vous avez entendu, c'est sorti là il y a quelques jours, les fameux républicains qui ont changé de nom parce que l'UMP c'était des comptes... Enfin il y avait tellement d'emmerdes avec les comptes de l'UMP qu'ils ont préféré mettre ça de côté, changer de nom, les Républicains, ça fait joli, ça fait la République. Ils s'imaginent qu'il suffit de changer de nom pour que les gens oublient les casseroles de la même équipe la même équipe du nom précédent. Exactement. Hein. Et donc ils se sont... toujours essayer. Donc en fait ils se sont attribués, donc je crois que c'est entre 2006 et 2013, je crois que c'est quelque chose comme ça, à vérifier. Hein. Ils se sont alloués 8 000 € par tête en guise de 13e mois avec de l'argent public et sans... Voilà, les étrennes quoi, voilà. Ou petit cadeau de Noël. C'est exactement ça, les étrennes. Donc voilà, tu disais corruption, se dit en passant, voilà, on en apprend toujours, on en entend toujours une de plus, une casserole de plus. C'est 6 mois de salaire pour un ouvrier au SMIC, hein, presque. Donc je le répète à nouveau, tant qu'on n'aura pas compris que peu importe le chapeau des hommes politiques ou des élus, ce sont tous des gens qui sont là pour défendre leur intérêt, ils ont une bonne place, ils tentent de la conserver. Ils veulent surtout pas que ce soit nous qui prenions conscience qu'on peut le faire. On peut le faire. Tom, on a participé à des ateliers constituants. Oui, on peut le faire. Tu peux clairement écrire une loi. Je peux la lire, savoir si elle permet le doute ou pas. Il n'est pas question de faire la Constitution à soi tout seul. Ah non. Mais avec 15 personnes, 20 personnes qui sont suffisamment motivées, on peut réaliser une partie de cette Constitution. Voilà. On peut la réaliser, et après on la met au vote, il y a des gens qui rajoutent des choses ou qui les enlèvent. Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs chambres de contrôle en fait. Hein. Ouais. Il y a une chambre qui écrit les lois, il y a une autre chambre qui propose les lois et une autre chambre qui accepte. Un petit peu comme c'est le cas aujourd'hui, simplement, plutôt que de parler de parlementaires, de sénateurs et de tout un tas de députés et tout ça, et ben non, c'est simplement des gens comme nous, comme vous, comme le voisin d'à côté, qui s'exercent dans un premier temps, et puis à force de s'exercer, on commence à comprendre un petit peu les subterfuges, donc on comprend qu'il faut faire des phrases simples,
Parce qu'une phrase simple, ça permet de... Il n'y a pas d'amalgame. Ah ben oui, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est-à-dire que on s'en rend compte à force que en réalité les lois sont tournées d'une telle sorte qu'elles peuvent être utilisées pour le contraire de ce qu'ils souhaitent interdire. Par exemple, hein. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut finir par devenir un juriste pour pouvoir vraiment utiliser ça d'une manière... Et c'est justement ce qu'ils veulent, créer un fossé, Voilà. Entre la capacité d'intégration et de compréhension de la population de base, voilà, et puis leur capacité de compréhension à eux, en sachant qu'ils pourront enfumer la population de base tout en utilisant les lois à leur profit. exactement. Donc voilà, je faisais une petite aparté, mais c'est toujours bon de le rappeler. Hein, En sachant que concernant les républicains, je m'attends moi personnellement à ce que les socialistes finissent par changer de nom en démocrates. Voilà, Puisqu'on est à la botte des États-Unis, autant y aller jusqu'au bout. Hein. Voilà. Pour pas les citer, de toute façon, on suit le chemin des Américains. Hein, avant, c'était socialiste UMP. Les républicains, ça laisse envisager qu'ils vont bientôt s'appeler les démocrates. Ouais. Et puis, là où c'est le plus pervers, c'est là où il y a toujours la face cachée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a la partie visible où on a l'impression que c'est super joli, et puis la partie invisible. Et puis là, on voit tout le tas de merde. On va dire je vais le dire comme je le pense. Tout le tas de merde qui le disent pas, faut pas dire trop fort parce que sinon il y a les affaires qui remontent, il y a l'odeur qui revient. C'est-à-dire que les républicains, ils vont prétendre défendre la République, Bah oui. et ce seront eux, enfin je veux dire, quelqu'un qui s'opposera aux républicains, tout doucement, c'est quelqu'un qui va s'opposer à la République. Oui, c'est très vicieux ça. Ils vont toujours trouver un... Excellent ce que tu viens de dire. Ils vont toujours trouver un truc pour dire ah mais attendez, si vous critiquez les républicains... c'est que vous êtes anti-républicain. Voilà, et donc vous êtes anti-républicain. Et donc ils cherchent à compromettre les véritables citoyens qui pourraient lutter contre des gens corrompus. D'accord ? Et les gens corrompus pourraient très bien être républicains, et les corrompus républicains pourraient répondre ah mais attendez, si vous luttez contre moi, c'est que vous êtes anti-républicain. C'est très vicieux, hein, c'est très vicieux. Et on peut imaginer que les socialistes, tout le monde sait qu'ils n'ont rien de socialiste. Le jour où ils s'appelleront, parce que c'est vrai, un jour ils le feront, ils s'appelleront les démocrates, et ben ils n'auront rien de démocrate. Mais ils s'appelleront les démocrates. Et quelqu'un qui s'opposera à ce... J'ai même pas envie de dire ce parti, à ce mouvement-là, c'est quelqu'un qui s'opposera à la démocratie. Alors attention, pas la démocratie comme nous on vous en parle avec Tom, ou en disant c'est des chambres de contrôle citoyenne, c'est les citoyens qui écrivent la loi. Non. La démocratie, pour eux, c'est la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'il faut voter avec je répète, démocratie n'est pas synonyme de suffrage universel. Non. C'est pas parce qu'on vote qu'on est en démocratie. Non. Ça, c'est la démocratie représentative. On nomme des représentants, et c'est eux qui écrivent les lois, qui les votent à notre place. Voilà, à notre place. Sachant que bien entendu les élections seront pipées d'avance, parce que comme d'ailleurs François Asselineau l'avait très bien souligné dans une de ses vidéos, on se rend compte qu'en réalité le pourcentage des suffrages suivant les différents candidats qui ont été présentés aux élections suit très exactement la courbe du temps de parole dans les médias, en particulier à la télévision, calculé pendant toute la période préélectorale. Électorale en tout cas. Je veux dire, quelqu'un qui voit le schéma, il peut pas dire oh mais c'est du hasard. Non. Il y a rien de... Il y a une correspondance qui est absolument c'est incontestable que c'est le temps de parole
de quelqu'un sur un média de grande écoute qui va conditionner sa notoriété et donc sa capacité d'être élu et d'être représenté, de représenter entre guillemets les citoyens à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et donc c'est très facile de comprendre que derrière on peut très bien avoir des entreprises qui décident de financer des hommes politiques qui auront préalablement décidé de leur accorder, je dirais, un blanc-seing complet, hein, et puis surtout des entreprises qui ont acheté des médias, hein, c'est-à-dire des chaînes de télévision, des journaux, des radios, d'accord, hein, donc c'est les mêmes qui vont financer ces gens-là et qui vont leur renvoyer l'ascenseur. C'est évident qu'un candidat à la présidentielle, par exemple, qui a été financé par, je sais pas, n'importe quel conglomérat, on en connaît en France, hein, il y a Bolloré, il y a Lagardère, il y a compagnie, enfin il y en a plein des sociétés Lazare. comme ça, mais Lazare, hein, la banque Lazare, la Rothschild, etc. Donc si ces gens-là ont décidé de peser dans la politique de notre pays, plus que les citoyens qui sont légitimes quand même pour ça, bah, ils peuvent très bien utiliser tout ce qu'ils ont autour d'eux, c'est-à-dire les médias qu'ils ont achetés, d'accord, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Ils ont des médias, ils les utilisent, et ils peuvent très bien financer un homme politique en disant, bon écoute maintenant, tu vois, moi je cherche à avoir une réduction de mes coûts sur quelque chose, là il faudra que tu m'aides. Il y a qu'à voir Sarkozy, hein. Sarkozy, il a des affaires, en plus en pouvoir, il en a de partout, le mec. Il en a pas que sur le bras, il en a. Il a des cantines de l'armée, des cocottes minutes qui traînent derrière et qui font un bruit absolument assourdissant. De partout, et ça dérange personne qui soit l'invité à chaque fois du 20h, voilà. Et puis qu'on lui laisse un temps de parole. C'est l'omniprésence d'un type qui a été éjecté du pouvoir quand même en 2012. Hein. Il en a fait tellement baver aux Français qu'il s'est fait éjecter. Les Français ont cru qu'Hollande était une alternative. Bon, maintenant, je crois que chacun a pu mesurer qu'en réalité, entre la peste et le choléra, il n'y avait pas vraiment de grande différence. Mais pourquoi? Parce que ils sont aussi très très malins. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est devenu impopulaire parce qu'il a mis une politique en place qui était voulu, hein, c'est pas du tout c'est pas hasard. C'est pas un hasard, hein, c'était été voulu, alors on le jette et puis on en met un autre qui va faire l'autre partie de la politique, d'accord, mais qui va surtout pas s'occuper des citoyens. Il va pas faire la politique qui va dans le sens de l'écrasante majorité de la population. Non seulement il reprend pas les conneries du précédent, oui. Mais en plus il continue ce qui est voulu, ce qui est souhaité, voilà, hein, ce qu'on lui a dit de faire. Il fait pas d'inversion, mais il le fait d'une manière peut-être un peu plus différente. C'est-à-dire que Hollande, enfin on va le dire, hein, il a un visage un peu bonnet. Oui, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Du coup, on a tendance à croire qu'il est gentillet, qu'il ne le fait pas exprès, que c'est un bel andouille, etc. Bon. Non. Mais combien, je veux dire, à partir d'un certain moment, il faut se poser des questions. Même lui, je veux dire, personne ne l'a obligé à se présenter au présidentiel. Hein. Personne ne l'a obligé à se présenter en tant que candidat pour les élections présidentielles. Tous les gens qui se sont présentés à des élections, on ne les a pas obligés à se présenter aux élections. Personne leur a mis un couteau sous la gorge ou un pistolet sur la tempe. À aucun moment. Donc quand ils ont décidé de se présenter, ils l'ont fait de plein choix, de pleine volonté. À partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas dire qu'on les a obligés à faire ceci ou cela. Alors, si on les oblige à faire ceci ou cela, ils démissionnent. Mais ils ne font pas ce qu'on les oblige à faire. Et s'ils font ce qu'ils prétendent être obligés de faire, ça veut dire qu'ils sont en train de se payer notre tête. Parce que quand on gouverne un pays pour l'ensemble de sa population, pas pour une petite partie privilégiée. Et surtout pas pour des entreprises privées qui se prétendent être légitimes pour conduire les affaires d'un pays. Le seul cas où c'est arrivé, enfin l'un des seuls cas où c'est arrivé, et il y a un exemple historique, c'est l'Italie de Mussolini, hein, où c'était les entreprises privées qui conditionnaient la politique du pays. C'est typiquement ce qu'on peut qualifier un système fasciste. C'est du fascisme. C'est du fascisme.
Hein, quand une société, quand l'organisation d'une société est totalement orientée aux intérêts des sociétés privées, c'est exactement ce qui se produit, c'est du fascisme. C'est le terme précis, il suffit de regarder dans le dictionnaire, c'est ça, c'est le terme exact. Donc, on le répète, hein, informez-vous sur le TAFTA, le TISA, tous ces accords là de Une libre-échange véritable escroquerie. qui mettront, Très grave. ça va mettre les entreprises au-dessus des États. Oui. Et là, vraiment, après, ça va être... Si vous estimez que vous êtes en grande difficulté sociale aujourd'hui, une fois que le TAFTA sera mis en route, ce sera l'enfer. Aujourd'hui, c'est le paradis hein, par rapport au TAFTA. Le jour où ce TAFTA sera mis en place, ce sera l'enfer. C'est simple, hein. Et je tiens à rajouter également par rapport au TAFTA. Donc nous, simples citoyens, donc on a bien compris le danger, hein, on a bien compris que c'était pas bon. Et c'est là où j'aime bien, parce que ça prouve que ce qu'on dit tient la route. On voit que les élus, par exemple Front National, qui sont censés faire le contrepoids, normalement, hein, qui sont censés faire le contrepoids, sont absents le jour du vote. Alors, et ça a été reporté. Ça a été reporté en juillet, parce qu'il va y avoir des départs en vacances, il va y avoir... Donc, ça... En juillet, on sera en vacances. Ils font en sorte que ça se passe... Mais de toute façon, maintenant, c'est récurrent. Dès que les vacances arrivent, ils votent toutes les saloperies qui ne peuvent pas présenter tout le reste de l'année. Et on va se retrouver à la rentrée, on va dire, tiens, qu'est-ce qui se passe, etc. Exactement. Donc, les élus Front National ne votent pas contre le TAFTA. Donc, ça prouve bien qu'ils ont une certaine... accointance avec le système. Voilà. On aimerait, toi, moi, on aimerait qu'il y ait un véritable parti politique qui représente vraiment, mais vraiment, pas juste dans les mots, vraiment les citoyens. Ça se verrait. Ça se verrait tout de suite. Dans les actes. C'est pas les propos qui comptent, c'est les actes. Parce que les propos, ils en tiennent depuis des années, les hommes politiques. Ils en ont plein la bouche, c'est des comédiens. Il y en a un qui a fait une carrière de comédien d'ailleurs, c'est Michel Noir à Lyon. Une fois qu'il a été condamné en justice, voilà, il s'est orienté vers le théâtre. Ils sont tous bons à faire du théâtre, ces gens. Ils ne font que ça en permanence devant les médias pour essayer de nous endormir et de nous enfumer. Voilà. Si vous êtes, je dirais, encore sensible aux propos, vous vous ferez piéger tout le temps. Tout le temps. C'est les actes. C'est seulement les actes qui comptent. De toute façon, c'est simple. Hein, on ne voit la qualité d'un arbre qu'à ses fruits. Exactement. Et ben ça me fait penser au 14 juillet, au Conseil national de transition, parce qu'on constate tous le panier de crabes qu'on a à la tête du pays depuis quelques décennies. Oui. Alors, on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire à dire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les voit. Oui. Et je tiens à le dire tout de suite, si je gêne quelques personnes en disant cela, mais moi j'ai un problème avec le 14 juillet. Au-delà du personnage au-delà de Monsieur Fioril qui tente avec ses moyens de faire entendre son message, à l'heure aujourd'hui, moi j'ai du mal avec ce Conseil national de transition. Ça veut tout dire et rien dire. Parce que le Conseil national de transition, ok, d'accord, mais on aurait très bien pu l'appeler Conseil citoyen de transition. Et puis là, c'était clair. C'était clair. C'est-à-dire que c'est toute la classe politique, nous, citoyens français, on constate que toute notre classe politique, elle est pourrie, on la met de côté, on l'éjecte, d'accord? Parce que ils sont coupables de haute trahison, ils sont coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ils sont coupables, je veux dire, pénalement, tous, hein, tous, hop. Dans le dossier syrien, dans le dossier libyen, qu'ils aient été dans l'opposition ou dans la majorité,
ils ont tous entériné en fait des décisions politiques qui ont contribué à détruire la Libye et à en grande partie détruire la Syrie, avec les milliers, dizaines et centaines de milliers de morts qui sont liés à ces guerres. Et il y a d'autres choses qui sont en train de se produire avec la complicité de la France en Ukraine. Et donc, tous les gens qui aujourd'hui sont censés nous représenter sont tous bons à finir en tôle, à cause de ça. Et pour longtemps, puisque là, on a des États souverains qui ont été agressés sans aucun mandat du Conseil de sécurité. Aucune déclaration de guerre. Rien. Et donc là, vous avez des repris de justice en puissance partout là où vous avez des mandats. Des mandats publics. Donc on est bien d'accord sur le fait que tous nos dirigeants actuels sont pourris, on le sait, ok, on en a conscience. Par contre, j'ai peut-être tendance à trop me répéter, mais aucune manifestation, aucune révolution n'a été faite spontanément jusqu'à aujourd'hui. De partout, aucune révolution n'a été spontanée. C'est-à-dire que... Même en 1789. Même en 1789. C'est parce que les bourgeois voulaient remplacer la monarchie. Voilà. L'aristocratie, ils estimaient qu'ils avaient beaucoup d'argent, donc il n'était pas normal qu'ils soient considérés comme des citoyens de base, hein, puisqu'ils avaient de l'argent. Donc ces gens-là avaient de la convoitise vis-à-vis du pouvoir. Et donc c'est seulement parce que ces gens-là ont poussé les... Ils ont utilisé en fait... Ils ont orchestré et ils ont utilisé en fait les pauvres gens qui avaient des réclamations, enfin des doléances légitimes pour engager une révolution. D'accord ? Et quand les citoyens de base se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait bananer, là il y a eu, ça doit être les communes, la commune où là à ce moment-là les petites gens se sont révoltés, ils ont été écrasés dans le sang. Là, c'était plus l'aristocratie, hein, c'était la bourgeoisie qui dirigeait. Hein. D'accord ? Et du coup, qu'on prenne l'exemple de 1789, qu'on prenne l'exemple des printemps arabes, je veux dire, il y a un paquet de pays qui se sont révoltés. Qu'on prenne en Ukraine la révolution orange, je veux dire, il y a beaucoup de peuples qui se soient révoltés, c'était légitime. Mais qui n'y soient jamais arrivés à réellement avoir le pouvoir, que le peuple reprenne le pouvoir, ils y sont jamais arrivés. C'est bien qu'il y a un truc. À chaque fois, de partout, dans tous les pays, il y a un hic. Il y a à un moment donné, le mouvement, il est légitime, on veut ça, ok, et puis à un moment donné, hop, c'est détourné et on récupère le truc et puis on le détourne. Et je veux surtout pas que nous, Français, déjà, qu'on soit envoyés sur une voie de garage. Qu'on soit déjà envoyés sur une voie de garage, et puis je veux pas qu'on se croie plus malin que les autres, en disant « Oui, mais nous, on sait ce qu'il faut, on y arrivera. » Non, les seuls qui ont réussi, c'est les Islandais. Et les Islandais, ça a été spontané. Ils se sont fait ça via Twitter, en une journée. Les 300 000 personnes, ils sont descendus dans la rue, terminé, voilà. Ils n'ont pas attendu que leur réfrigérateur soit vide, ils n'ont pas attendu qu'ils n'avaient plus les moyens, de ne plus avoir les moyens de payer leur loyer. Ils se sont auto-saisis de ça et ils ont décidé de sortir dans la rue, ils ont mis une grande pression et c'est pour ça que l'Islande aujourd'hui fait une croissance qui reste pour nous presque un mirage, presque un rêve.